Alors, on va commencer tout de suite. Je vais laisser Léonore prendre la parole. Merci beaucoup, Martin. Alors, comme Martin disait, on est vraiment content de voir qu'on a un sujet qui suscite l'intérêt de plusieurs personnes. Alors, le premier atelier, le premier webinaire, dans le cadre du programme de l'abécédaire du cerveau en santé, on s'est dit, avant de commencer à parler peut-être de la prévention des facteurs de risque des protections, on va d'abord vraiment introduire le sujet. Parce que c'est une question qui revient souvent, l'inquiétude de savoir si vraiment on est à risque de démence parce qu'on vieillit. Alors, je suis la gestionnaire du projet à Réseau Santé et vous pouvez me rejoindre n'importe quand si vous avez des questions, des commentaires. Et ce matin, avec Dr Aline Moussard. Moussard, donc, merci. Alors, moi, je suis neuropsychologue et je suis gestionnaire de projets de recherche à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Alors aujourd'hui, le plan de l'atelier, c'est, je vais d'abord vous présenter les grandes lignes du projet. Et ensuite de ça, Dr Moussard va prendre la relève pour vous parler vraiment des sujets qu'on va explorer, la cognition, le processus de vieillissement, la différence entre le déclin cognitif et la vieillesse, et qu'est-ce que c'est la réserve cognitive exactement. Alors, ce projet-là est un projet qui contribue à la mise en œuvre de la première stratégie nationale au Canada sur la démence. C'est un projet qui a commencé en 2018, qui continue à évoluer et qui essaie de rejoindre toutes les provinces. Et nous, le projet de l'abécédaire du cerveau en santé en Colombie-Britannique, c'est de rendre accessibles en français les outils et les ressources qui vont être explorés pendant la mise en œuvre de cette stratégie-là. Alors, on a la chance de travailler avec des partenaires dans 2 autres provinces, l'Alberta et le Saskatchewan et le territoire du Yukon. C'est un projet qui a 2 volets, un volet intervention communautaire. Alors, tout au long du projet, jusqu'en mars 2023, il va y avoir des activités ponctuelles pour informer sur les connaissances et les ressources les plus récentes par rapport aux troubles cognitifs, incluant la démence, outiller aussi également les réseaux santé des différentes provinces et les organismes communautaires pour mieux répondre aux demandes des membres dans les communautés. Parce qu'on sait que très souvent, ce sont les organismes communautaires qui reçoivent les questions, les demandes de leurs membres. Et le troisième aspect du projet, c'est de soutenir les francophones. Alors, ce qu'on veut faire, ce sont des programmes d'accompagnement qui vont être offerts. Et ces programmes d'accompagnement-là, via des bénévoles et des professionnels de la santé, vont être pour soutenir les gens pendant qu'ils veulent peut-être adapter ou modifier ou adopter des habitudes de vie saines. Le deuxième volet du projet, c'est un volet recherche qui a déjà commencé en janvier. Et ça, ce volet-là, c'est vraiment pour produire des connaissances afin de documenter la situation de la démence dans les communautés francophones en milieu minoritaire dans l'Ouest et le Nord et d'identifier les besoins en services en français pour les personnes qui sont atteintes et les proches qui les soutiennent. Alors, il y a déjà un processus d'entrevue qui a eu lieu, qui va se terminer d'ici la fin janvier, avec des informateurs clés dans chacune des provinces. Et il va y avoir en février, vous allez en entendre parler à travers nos différents médias sociaux, un sondage auprès de la communauté pour savoir vraiment quels sont les points qui vous intéressent le plus par rapport à cette problématique-là. Alors, ça va être très important que nous recevions vos commentaires parce que sans vous, ce projet-là, on ne peut pas atteindre les résultats qu'on a fixés. Et pour plus de détails, ce que je vous invite à faire, sur notre page Réseau Santé Colombie-Britannique, vous trouvez tous les détails dans la section Projet. Vous pouvez voir tous les détails et ce sera la même chose pour les réseaux santé. Ceux qui nous joignent ici des autres provinces, vous allez avoir aussi dans une page sur vos réseaux santé qui va vous tenir au courant des développements du projet. Alors, je laisse la parole au Dr Moussard pour le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, désolée pour la nuit derrière moi. Je suis en France, donc il est déjà 19 heures. Désolée aussi pour la toux qui va peut-être m'interrompre de temps en temps. Je suis en plein rétablissement de COVID. C'est la mode, il paraît, en ce moment. Donc, bon, ouais, on est passé par là. Alors, je suis ici pour vous parler de la question de la démence, de la vieillesse, de la cognition.
Je vous ai dit tantôt que j'étais neuropsychologue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un neuropsychologue? C'est quelqu'un qui s'occupe de ce qu'on appelle donc la cognition, qui est en fait tous les processus cérébraux qui nous permettent de penser, de se souvenir, de s'organiser, de résoudre un problème complexe, d'être attentif et en fait de jongler avec toutes les activités qu'on a besoin de faire dans notre vie quotidienne. Alors, pourquoi on s'intéresse à la cognition? Quand on fait ce genre de métier, particulièrement spécialisé en vieillissement, il y a énormément de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent mais la maladie d'Alzheimer me fait peur, est-ce que je peux faire quelque chose pour l'éviter? Et en fait, on a observé dans certaines études que la mémoire, c'est la plus grande priorité de santé pour 88% des femmes canadiennes de plus de 65 ans. Alors peut-être vous allez me demander, puis pourquoi pas les hommes? Alors les hommes aussi ont répondu que la mémoire est une priorité pour eux, en même temps que la mobilité. Les hommes disent beaucoup qu'eux, ils ont plus peur de perdre leur mobilité, incluant perdre leur permis de conduire, par exemple. Puis là, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, le permis de conduire, on le perd aussi quand on a des processus cognitifs qui déclinent, c'est-à-dire qu'on est moins attentif, etc. Donc en fait, hommes et femmes, on appelle ça la mémoire, mais globalement, souvent, on parle de ça pour parler de tous les processus cérébraux, puis ça intéresse vraiment tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu du déclin cognitif de la démence. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le vieillissement, ça implique toujours un déclin? Et est-ce que finalement, la démence, c'est une fatalité de la vieillesse? Alors, il faut savoir qu'il y a des changements qui sont normaux dans le vieillissement. Il y a évidemment des choses qui deviennent plus difficiles avec l'âge. Est-ce que c'est tous nos processus cognitifs qui déclinent avec l'âge? Pas forcément. En fait, on va voir que la plupart du temps, il y a effectivement certaines fragilités au niveau de certains processus que vous voyez ici sur la droite de l'écran. Par exemple, ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Ça, c'est le fait de se souvenir de ce qu'on a fait il y a 2 semaines, ce qu'on a fait il y a 2 ans, ce qu'on a fait il y a 20 ans. Parfois, ça va être un peu plus difficile pour les personnes âgées de 60 ans et plus, 70 ans et plus, de se souvenir précisément de ce genre d'événements. Ça va être un peu plus difficile aussi de temps en temps d'être dans des situations où notre attention est divisée, c'est-à-dire où on fait plusieurs choses en même temps. Donc, on va avoir un peu plus de mal à jongler avec des multitâches. Il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que c'est plus difficile de ne pas être distrait par des choses qui se passent quand on essaye de se concentrer. Par exemple, si on est au restaurant et puis que c'est bruyant, puis qu'il y a des gens qui parlent, qui ont une conversation très animée à la table d'à côté, ça va être un peu plus difficile peut-être de faire abstraction de ce bruit, puis de se concentrer sur ce que nous dit la personne qui est juste en face de nous. Et puis, enfin, ça peut être aussi plus difficile pour certaines personnes, passé un certain âge, de travailler de tête, c'est-à-dire sans papier-crayon, pour des tâches complexes. C'est-à-dire, par exemple, vous devez planifier beaucoup de choses à l'avance. Imaginez un jeu de stratégie où il faut planifier 4, 5, 6 coups d'avance selon ce que votre partenaire ou votre adversaire va faire. Ça peut être un peu plus difficile de faire ça. Alors, il y a des gens chez qui ça sera toujours facile, mais quand on dit qu'en moyenne, les gens nous rapportent plus de difficultés avec ces tâches-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça devient plus dur. Mais il y a aussi beaucoup de processus qui restent très bons, en fait, dans le vieillissement. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est toutes nos connaissances générales sur le monde. Par exemple, le fait de savoir que Paris est la capitale de la France, ou de savoir que quand on nous donne quelque chose, il faut dire merci. Des règles générales comme ça de culture. En fait, cette mémoire-là de connaissance générale, on a même remarqué dans les études qu'elle est de mieux en mieux avec l'âge, c'est-à-dire que plus on prend de l'âge, plus on apprend des choses. Puis, bien sûr qu'on en oublie aussi énormément parce qu'on va plus se souvenir de tous les détails, de tout ce qu'on aura vu dans les musées, et puis à la télé, et puis etc. Mais il va globalement nous rester une quantité de connaissances qui est plus grande quand on est plus vieux que chez les jeunes.
Une autre forme de mémoire qui est extrêmement solide, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Celle-ci, c'est celle qui vous permet de faire des choses automatiques, souvent avec votre corps, faire du vélo, nager, faire des choses, tricoter, des mouvements comme ça que vous allez même conduire. C'est cette forme de mémoire, ou jouer du piano pour les musiciens, cette forme de mémoire-là va être très, très résistante au vieillissement. On ne le perd pas. Peut-être qu'on va avoir un peu d'arthrose dans les genoux, ça va être un peu plus difficile de faire du vélo, mais ce n'est pas parce qu'on a oublié comment on fait pour pédaler. Autre chose que l'attention soutenue, rester concentré sur une tâche, sur quelque chose pendant assez longtemps. On va peut-être avoir besoin de quelques pauses de temps en temps, fatiguer un peu plus vite, mais globalement, on remarque que ça reste quand même quelque chose de très faisable de continuer à suivre une conférence à n'importe quel âge, dans ce qu'on appelle le vieillissement normal. Et puis, le dernier point, tout ce qui est de votre capacité de jugement, de résolution de problèmes, de prise de décision, ça aussi, ça reste même amélioré parfois chez les personnes âgées qui bénéficient de ce qu'on appelle la sagesse pour pouvoir prendre de meilleures décisions des fois que les jeunes. Alors, donc c'est ça, l'amplitude des changements, puis la conséquence des changements dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est toujours dramatique? Pas forcément. Et puis, il y a même des études qui ont montré qu'il n'y a pas de différence entre les jeunes et les plus âgés quand on leur permet d'utiliser les bonnes stratégies. Par exemple, une étude qui demandait aux gens « Appelez-moi vendredi prochain à 10 h ». Puis on laissait les gens se débrouiller comme ils voulaient. Les jeunes, ils disaient « OK ». Ils partaient, ils notaient ça nulle part parce qu'ils ont confiance dans leur mémoire, ils oubliaient. Les personnes plus âgées, elles se disent « je vais bien m'organiser », elles notaient ça dans l'agenda, et puis presque tous les personnes âgées ont pensé à appeler la personne qui faisait l'expérience au bon moment de la semaine. Un autre exemple, c'est quand on donne les bons indices. Alors, par exemple, on va vous faire apprendre une liste de mots, tulipe, jardin, église. Ensuite, on vous demande quels étaient les mots de la liste. Si on vous donne un indice, c'est-à-dire il y avait une fleur dans la liste, là aussi, on voit qu'il n'y a plus du tout de différence entre les âgés et les jeunes pour le nombre de mots qu'on arrive à rappeler. Donc, avec des bonnes stratégies, si on arrive après soi-même à se donner le bon indice, on va réussir finalement à avoir une mémoire qui n'a pas forcément décliné dans la vie quotidienne. Et puis, la dernière chose qui est importante de mentionner par rapport au changement de vieillissement, c'est tout ce déclin qui pourrait être imaginé ou causé juste à cause de notre anxiété. Par exemple, on va se dire « mince, j'ai oublié un rendez-vous, ça y est, je dois avoir Alzheimer ». Mais les jeunes aussi, ils oublient des rendez-vous. Mais simplement, les jeunes, ils n'ont pas peur d'avoir Alzheimer parce qu'ils sont jeunes. Et du coup, ils ne se rendent pas vraiment compte qu'ils ont des oublis. Alors, ça ne les inquiète pas. Les personnes, quand elles commencent à vieillir, dès qu'elles ont un oubli, elles le remarquent beaucoup plus et ça les inquiète. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est aussi ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, de se dire « je serai mauvais à ce test-là parce que je suis âgé ». Il y a une étude vraiment intéressante où les gens ils ont divisé des personnes âgées de 60 ans et plus en deux groupes. Un groupe, ils leur ont dit « vous allez faire une tâche de mémoire, ça va être difficile, vous savez, la mémoire, quand on vieillit, ça ne va pas bien, ça décline beaucoup, vous n'allez peut-être pas y arriver. » Puis l'autre groupe, ils leur ont dit « vous allez faire une tâche de mémoire, ça va bien se passer. La plupart du temps, les personnes âgées ont le même score que les jeunes à cette tâche-là. Vous devriez très bien vous en sortir. » Devinez quel groupe des deux a eu les meilleures performances que l'autre. Il y avait une différence très nette entre les deux groupes. Ceux à qui on avait dit qu'ils allaient avoir de la difficulté ont rappelé beaucoup moins de mots que les autres. Donc, tout ça pour dire que vieillir en santé, c'est possible, puis on en a bien sûr plein d'exemples dans la culture canadienne et autres, de personnes qui ont fait des carrières magnifiques, puis qui ont continué à les mener avec brio jusqu'à des âges bien avancés dans leur vie. Alors, tout ça pour dire qu'on observe une variabilité inter-individuelle, donc entre les individus, qui est énorme en fait. Donc, quand on dit qu'on décline avec l'âge, on parle de moyenne,
Mais il y a des gens qui déclinent plus que d'autres, il y en a qui déclinent très peu. Puis cette variabilité-là, on peut l'observer à la fois dans l'étendue des lésions cérébrales, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il y a vraiment une perte de matière dans le cerveau, ou sur l'impact de ces lésions-là sur le fonctionnement dans le quotidien. Je vais revenir là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué à saisir, mais avec le concept de réserve cognitive, on va voir comment, en fait, avec le même cerveau, on peut être plus ou moins fonctionnel. Alors, vous l'avez vu dans mes diapos, je parle beaucoup moins de déclin que de changement quand je parle du vieillissement normal. Ce sont des changements qui sont liés à l'âge, qui ne sont pas forcément fatals et qui ne doivent pas être considérés comme une maladie. Les difficultés qui découlent de ces changements ne sont pas insurmontables et elles peuvent être compensées par à la fois un état d'esprit positif et puis l'utilisation de stratégies adaptées que vous aurez la chance de voir plus tard dans ce projet, dans les ateliers suivants. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la démence? Alors là, c'est un petit peu différent. Là, quand on parle de démence, on parle de vieillissement pathologique. Ici, on parle d'atteintes cérébrales qui sont significatives et puis qui mènent à un déclin cognitif qui va interférer avec le fonctionnement dans le quotidien et puis un peu plus tard avec l'autonomie de la personne. Alors en réalité, ce n'est pas une démence, il y a plusieurs formes de démence. On parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer parce que c'est celle qui est la plus courante, mais selon où se trouvent les atteintes dans le cerveau, on va avoir des manifestations de symptômes qui vont être différentes. Et puis, donc, on va avoir une forme de démence ou une autre, qu'on va appeler la démence frontotemporale, etc., des noms compliqués. C'est juste que les symptômes vont être un petit peu différents. Parfois, comme ici, c'est plutôt caractéristique. Ça, c'est une personne dite normale en haut. Puis en bas, on voit ici, par exemple, une personne qui a la maladie d'Alzheimer en stade plus avancé. Alors, ça, c'est des lésions plus caractéristiques. L'élargissement d'ici de cette zone-là, quand c'est noir, c'est de la matière qui a disparu, en fait. Donc, c'est un trou dans le cerveau. Et puis, celle qu'on voit surtout ici en bas, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais les petites parties qui sont là, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe. C'est vraiment ici que la mémoire réside, cette mémoire épisodique. Alors, quand la lésion est ici, ça va faire plutôt une démence de type Alzheimer. Si la lésion était ailleurs, on aurait une autre manifestation. Peut-être la mémoire est moins atteinte, mais d'autres fonctions, comme le fait de s'organiser, le fait de raisonner, résoudre des problèmes, pourraient devenir difficiles. Alors, est-ce que la démence, c'est inévitable quand on avance en âge? Il y a certaines personnes qui disent que la démence, finalement, c'est la suite logique du vieillissement, et puis que si on vivait tous jusqu'à 100 ans, on finirait tous par avoir de toute façon finalement une démence. Je vous dis que non, et puis c'est pas la peine d'aller chercher dans les célébrités, même pour démontrer ça. Vous avez ici sur la gauche ma grande-tante Louise, qui est en train d'organiser sa fête de 100 ans qui va se produire en avril prochain. Et puis, je l'ai vue la semaine dernière, puis la photo date d'il y a 4 ans, mais c'est la même personne encore aujourd'hui. Elle est en train d'exposer ses toiles, c'est une artiste, et puis elle a très récemment déménagé en maison de retraite, et puis elle m'expliquait qu'elle remet à leur place les petites jeunes de la maison de retraite qui lui parlent comme si elle n'allait rien comprendre. Elle a vraiment, ce qu'on dit, toute sa tête. Alors ça nous pose une grande question. Pourquoi il y a certaines personnes qui semblent oublier de vieillir? C'est même pire que ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui semblent oublier d'avoir la maladie d'Alzheimer ou d'en développer les symptômes. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant qu'on a observé dans la recherche dans les peut-être 20 dernières années. Il y a certaines personnes qui ont participé à des projets de recherche qui ont, suite à ces projets de recherche-là, fait don de leur cerveau à la science. Et puis, après leur mort, on a eu la chance de faire une autopsie de ces cerveaux-là. On a réalisé que certains de ces gens-là avaient dans leur cerveau toutes les pathologies de la maladie d'Alzheimer. Ils avaient le cerveau d'une personne Alzheimer.
ils ne l'ont jamais su de leur vivant parce qu'ils n'en ont pas développé les symptômes. Alors ça nous a intrigués énormément parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un cerveau parfait pour bien fonctionner. Il y a certaines personnes qui ont des lésions cérébrales et qui continuent malgré tout à bien fonctionner. Alors ici, on touche au concept qu'on appelle la réserve cognitive. C'est la capacité du cerveau à maintenir un bon fonctionnement cognitif malgré les années qui passent et donc malgré parfois même le cerveau qui s'abîme. Alors, les gens qui ont une plus grosse réserve vont avoir un déclin cognitif, donc l'expression vraiment du fonctionnement qui est moins marquée que ceux qui ont moins de réserve, et le risque de développer une démence qui sera réduit. Alors, imaginez ça un petit peu comme un garde-manger. Tout au long de notre vie, on constitue notre réserve. On fait des stocks, on met plein de choses dans notre garde-manger, et puis à un moment donné, on a un peu moins l'habilité d'aller faire des courses très très souvent, mais c'est pas très grave parce qu'on avait fait un bon stock, puis on peut continuer à puiser dedans pendant longtemps avant qu'il nous manque quelque chose. Alors, il y a vraiment deux mécanismes qui expliquent un peu la manifestation de cette réserve cognitive. Le premier, on appelle ça la résistance. Ici, c'est vraiment le fait de retarder l'apparition des atteintes cérébrales qui sont liées au vieillissement. Ça veut dire que le cerveau reste intact plus longtemps. En d'autres termes, c'est comme si finalement votre cerveau avait un âge biologique qui est plus jeune que votre âge réel. Et puis l'autre mécanisme, on l'appelle la résilience. Ici, c'est le fait de rester plus fonctionnel malgré un certain niveau de dommage cérébral. Donc là, c'est ce que je disais tantôt, la pathologie, elle est présente dans le cerveau, mais elle a peu d'impact sur le fonctionnement. On trouve des façons, et en fait, le cerveau, c'est automatique. Le cerveau trouve des façons de compenser, de se réorganiser lui-même pour continuer à fonctionner malgré les réseaux qui sont un petit peu endommagés. Si je reviens à l'analogie de la réserve du garde-manger qu'on s'est fait, imaginez que vous avez non seulement fait un beau stock de farine de blé, mais vous aviez aussi de la farine d'épeautre. À un moment donné, le concept de résistance, c'est que vous avez tellement de farine de blé que vous pouvez l'utiliser puis continuer à faire vos crêpes pendant très très longtemps. Le concept de résilience, ça va être qu'à un moment donné, vous avez peut-être plus de farine de blé, mais c'est pas grave parce que vous avez de la farine d'épeautre, puis vous allez quand même réussir à faire vos crêpes. Ça va être un tout petit peu différent, mais pas tant que ça. Alors que ceux qui n'ont pas cette réserve-là, ils n'auront plus de farine, ils vont juste arrêter de faire des crêpes. Donc, pour résumer un petit peu ça, la réserve cognitive, donc, elle va modifier à la fois l'amplitude du déclin, elle va diminuer le risque de démence, mais aussi, elle va diminuer l'impact du déclin et de la démence potentielle sur le fonctionnement au quotidien. Ça explique que la manifestation de la démence peut varier selon les individus. Alors, qu'est-ce qui détermine cette réserve-là? C'est quoi exactement qui fait qu'on se crée cette réserve tout au long de notre vie? Alors, il y a différents facteurs de protection. Un des facteurs très importants, c'est la stimulation intellectuelle qu'on reçoit tout au long de la vie. Donc, ça va être notre niveau de scolarité, combien de temps on est allé à l'école, par exemple. Ça va être quel type de métier on a fait durant notre vie. Est-ce qu'on avait une profession stimulante? Ça va être aussi toutes nos activités de loisirs. Qu'est-ce qu'on fait comme loisir? Est-ce qu'on est stimulé dans notre vie de tous les jours? Il va y avoir aussi l'utilisation, comme je parlais, des stratégies cognitives adaptées. Alors, je parlais de savoir se donner les bons indices, savoir utiliser un agenda. Il y a plein de stratégies pour maximiser le fonctionnement de sa mémoire qu'on peut apprendre et puis pratiquer, puis qui aident énormément les gens. Alors, celles-ci, vous pourrez les découvrir dans les prochains ateliers du projet. Et puis, il y a toutes les habitudes de vie, énormément de choses à savoir sur l'alimentation, sur l'exercice physique, sur le sommeil, que vous pourrez aussi apprendre dans les prochaines séances. Et puis, il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire des choses à essayer d'éviter, qui vont être les ennemis de la mémoire et de la cognition.
Alors, une mauvaise santé cardiovasculaire comme l'hypertension, etc., le stress, l'anxiété, la dépression, tout un tas de choses ici qu'on veut essayer de contrôler, d'éviter, de traiter. Alors, vous en entendrez parler aussi dans les prochains ateliers. Ce qui est très intéressant avec tout ça, c'est que ce sont des facteurs qui sont modifiables. Alors, ça veut dire qu'on a un pouvoir là-dessus. Donc, on a un rôle à jouer et puis on a une marge de manœuvre sur tous ces facteurs de risque et de protection. Donc, pour résumer cette petite partie-là, nos habitudes de vie permettent de se construire une réserve cognitive qui va diminuer nos risques de développer une démence ou, si on développe quand même une démence, diminuer la gravité des symptômes, repousser en fait le moment où les symptômes deviennent très envahissants et puis commencent à menacer l'autonomie des personnes. Alors souvent, on me demande, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à la génétique? Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont Alzheimer dans la famille, ma mère, ma sœur. Pour moi, est-ce que c'est fichu? Je vais être perdue à cause de ça. Alors, c'est vrai qu'il y a un terrain génétique qui peut être favorable à l'apparition de démence, tout comme on a plus ou moins de risques génétiquement d'avoir des problèmes cardiaques, etc. Ce n'est pas une fatalité dans le sens où la génétique, en fait, n'explique que 7 à 10% des cas de démence. Donc, finalement, ce n'est pas le facteur le plus déterminant. Et puis surtout, il y a une étude vraiment intéressante qui a montré que avec le mode de vie sain et actif dont je parlais un peu plus tôt, on arrive à compenser son facteur génétique, c'est-à-dire à annuler finalement sa prédisposition génétique à développer la maladie. Donc ça donne énormément d'espoir pour toutes ces stratégies de prévention. Alors, je finirai là-dessus, on est un peu en avance, mais ça laissera la place pour les questions. Donc, les difficultés cognitives liées au vieillissement qu'on appelle normales ne sont pas insurmontables. Elles peuvent être compensées par un état d'esprit positif, un mode de vie sain et actif et l'utilisation de stratégies cognitives adaptées. Le risque de démence ou son impact sur le fonctionnement peuvent eux aussi être diminués. Le cerveau reste malléable tout au long de la vie, donc un entraînement adapté peut permettre de s'améliorer. Et donc, ça c'est une grande question, à tout âge, est-ce qu'on peut commencer à développer sa réserve cognitive tard dans la vie parce que finalement on n'a pas eu la vie qui nous a permis de faire un métier super stimulant, etc. Est-ce qu'on peut commencer avec des activités de loisirs, passer 60 ans à développer sa réserve? C'est exactement le type de projet qu'on est en train de faire en ce moment à Montréal, puis on veut démontrer que oui, c'est jamais trop tard pour commencer. Alors, je pourrais vous en parler un petit peu plus si vous voulez un peu plus tard. Je voulais juste finir avec un petit mot sur l'importance de la langue. Et ici, on parle en français dans des provinces qui sont peut-être majoritairement anglophones. Alors, pourquoi on trouve important de pouvoir offrir ces services en français? D'abord, pour la facilité de communication, parce que même chez les gens qui sont bilingues puis qui maîtrisent très bien le français et l'anglais, ça arrive parfois qu'avec le vieillissement ou avec une démence, on perde un peu de la capacité à s'exprimer ou à comprendre la langue qui n'est pas notre langue préférée, donc souvent notre deuxième langue, on peut la perdre un petit peu. Alors, dans ce cas-là, c'est vraiment important de pouvoir revenir à la langue qu'on préfère pour pouvoir avoir accès à tous les services. La deuxième raison, c'est pour ce que j'appelle le confort et la confiance. Ça, c'est juste le fait que quand on parle de démence, ça va avoir à faire avec notre identité, ça va avoir à faire avec notre vulnérabilité. Puis ça, ce sont des questions très délicates pour lesquelles parfois on est plus à l'aise de s'exprimer dans notre langue maternelle, qui est notre langue un peu de confort et de réconfort. Alors, c'est important aussi de pouvoir le faire dans notre langue la plus douillette. Et puis, voilà, donc c'est pour ça que c'est important de bénéficier des services quand ils sont offerts dans la langue de notre choix. Alors, profitons-en quand on nous donne l'occasion. Je vous invite vraiment à continuer à suivre cet atelier-là sur le vieillissement et la démence en français. Alors, je vais repasser la parole à
à Éléonore peut-être pour introduire les Oui. questions. Absolument. Merci énormément, Aline. Je voudrais mentionner, je ne l'ai pas mentionné au début, qu'on a la chance d'avoir Aline comme experte conseil dans ce projet-là pour vraiment nous guider par rapport aux ressources qu'on va développer ici en Colombie-Britannique ou dans d'autres provinces, mais celles aussi qu'on va amener de l'Est. Parce que j'ai mentionné tout à l'heure que oui, c'est une stratégie nationale pour c'est une stratégie nationale sur la démence, mais on sait très bien que l'accès à des ressources en français dans l'Ouest, c'est toujours un défi pour nous. Alors, notre défi à nous avec ces projets-là, c'est justement d'être certain que vous allez avoir accès, que vous allez être au courant de ces ressources-là qui vont être développées et mises à la disposition des Canadiens. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions spécifiques sur le sujet que Aline a couvert ce matin. Je ne sais pas si... Moi, je ne peux pas voir tout le monde qui est présent. Oui? Ben, moi, j'ai une question. Mon mari, dans sa famille, du côté de son père, alors presque tout le monde est décédé avec l'Alzheimer. Et c'est une question que je me pose personnellement. Lui, il croit, ses croyances, c'est de faire beaucoup de sudoku ou beaucoup de jeux solitaires challenging. Ça va l'aider pour ça. Moi, je suis un petit peu sceptique. Est-ce que, Dr. Moussard, vous pouvez répondre à ça? Oui, c'est une super bonne question. Avant de répondre, est-ce que j'arrête le partage d'écran pour qu'on voit les visages de tout le monde? Oui, faisons ça. Oui. Okay. Est-ce que c'est bien comme ça? Ça marche? Oui. Oh, parfait. Alors, je vais répondre en plusieurs points. C'est souvent qu'on nous pose cette question-là pour les sudoku, etc. Puis aussi pour tout ce qu'on appelle les programmes d'entraînement cérébraux. On va acheter des choses, des fois même un peu chères, hein, qui vont nous faire des exercices et puis nous promettre de nous prévenir d'un Alzheimer. On est toujours un peu gêné quand on doit répondre à ça parce que déjà, il y a beaucoup de ces programmes-là qui n'ont pas été validés sur le plan scientifique. Il y en a qui ont montré que ça améliorait un petit peu la cognition, mais la grande question qu'on pose toujours quand on parle de ce genre d'études, c'est oui, on améliore un peu la cognition, mais à quel point on améliore le fonctionnement dans la vie quotidienne. Ça semble être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une différence entre l'intégrité des processus cognitifs puis comment est-ce que ça se manifeste dans le quotidien. On va aller avec des tests neuropsychologiques, tester la mémoire avec une tâche très spécifique, apprendre une liste de mots, sont des choses qui sont très décontextualisées de la vraie vie. Alors on va dire, ah oui, ça marche parce que maintenant ils mémorisent 14 mots alors qu'avant ils en mémorisaient que 10. Peut-être. Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours quand ils vont faire leurs courses puis qu'ils oublient d'acheter le beurre? Parce que s'ils n'ont pas appris une stratégie spécifique pour faire leurs courses, est-ce que cet effet bénéfique, ça va se transférer? Et cette notion de transfert, on la voit partout dans ces études-là. Est-ce que ça va se transférer à la vie quotidienne? Pas forcément. Alors, c'est la raison pour laquelle même les études qui montrent que, entre guillemets, ça marche, on dit, mais qu'est-ce qui marche? Peut-être on a des meilleurs scores sur les tâches qu'on a entraînées, peut-être même sur d'autres tâches qui sont assez similaires, mais est-ce qu'on fonctionne mieux dans le quotidien? Pas forcément. La clé avec ces exercices-là, en fait, de stimulation, c'est d'en faire beaucoup de différentes sortes. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire que des sudoku, parce qu'on va devenir très, 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 très bon en sudoku, mais à quoi ça va nous servir pour mémoriser le fonctionnement de la nouvelle machine à café? Pas vraiment. Par contre, si on fait des sudoku, d'autres choses, à un moment donné, plus on fait plusieurs tâches qui vont toutes être assez complexes, plus on va entraîner différents processus cérébraux qui vont non seulement apprendre à faire ces petites tâches-là spécifiques, mais aussi de plus en plus apprendre à communiquer ensemble, à marcher ensemble.
là, ça va devenir des entraînements plus complexes qui vont avoir plus de chances de se transférer dans les activités du quotidien qui sont souvent complexes. Donc, la clé, c'est vraiment de diversifier ces activités, de ne pas se lancer dans un programme d'entraînement cérébral ou une activité qui va nous stimuler, mais d'en faire plein. La diversité et puis aussi le degré de défi est très important. Il faut que ce soit difficile parce que si on est trop confortable, le cerveau ne va pas créer les connexions qu'il doit créer pour s'améliorer. Si le cerveau arrive à le faire sans effort, il ne va pas créer de nouveaux réseaux. Le cerveau est paresseux ou intelligent dans ce sens-là que s'il y arrive comme ça, il n'y a pas de raison qu'il se fatigue à créer d'autres neurones, puis à créer d'autres chemins. Si c'est difficile, si on le fait et on le refait et on le refait et c'est difficile, là, il va s'adapter, là, on va créer des nouvelles connexions, puis ça va commencer à avoir un effet qui va être observable. Donc, la diversité et puis un niveau de défi suffisamment élevé, pas trop pour pas qu'on soit découragé puis qu'on abandonne, mais pour qu'on sente que ça chauffe quand même un petit peu. Et puis, la troisième chose importante, c'est que ça doit être plaisant. Parce qu'on pourrait avoir un entraînement cognitif super efficace, mais si c'est rébarbatif, on va se motiver, on va le faire le 1er janvier de nos bonnes résolutions, on va le faire 3 fois, puis après on va arrêter. Donc en fait, ça va au final pas être efficace. Il faut qu'on ait du plaisir à le faire. En plus, quand on a du plaisir à faire les choses, on a tout un fonctionnement hormonal qui se met en place, la dopamine, tous ces effets neurophysiologiques qui sont super bons pour le cerveau, qui boostent le cerveau, qui aident à créer des nouvelles connexions, qui aident à générer de nouveaux neurones. Donc, faire quelque chose qui nous plaît, vraiment, ça c'est aussi une des 3 choses qui sont importantes, la diversité, le défi, et puis le plaisir qu'on va avoir. Donc, c'est un peu comme ça que je réponds à ça. Merci beaucoup, c'est une très belle réponse.